Euh, Avant de parler de ma recherche, je voudrais juste remercier Guillaume et Adrien, qui sont mes mentors durant mon projet de doctorat, pour leur soutien et leur aide à planifier tous les projets et analyser les données, ainsi que le reste du labo. Donc, qu'est-ce que sont les mémoires spatiales? Si je vous dépose n'importe où à Montréal ou à un endroit où vous allez régulièrement, et je vous demande d'aller chez votre travail ou chez vous, ces tâches vous devraient sembler faciles. Pour la plupart d'entre nous, naviguer dans des environnements connus, c'est pas vraiment un gros défi. Mais la perte de cette capacité est l'un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et pour mieux comprendre cette désorientation, nous étudions comment le cerveau en bonne santé nous aide à naviguer des environnements connus. Il y a plein de types de cellules spatiales dans le cerveau, mais aujourd'hui, on va parler de deux. Donc, le premier type, ce sont les cellules de lieu qu'on trouve dans l'hippocampe. Ces cellules vont devenir plus actives quand l'animal entre ce qu'on appelle le lieu préféré, qui est, je sais pas si, ouais, qui est là. Donc, la cellule va commencer à devenir un peu plus active quand l'animal commence à entrer le lieu préféré, mais elle va être le plus active quand l'animal se trouve juste au milieu. Et on a aussi les cellules de direction de la tête que je vais appeler les cellules de direction. Et cette cellule devient plus active quand l'animal fait face à une direction particulière de l'environnement, n'importe où l'animal se trouve dans l'environnement. On sait aussi que les cellules spatiales dépendent des repères de l'environnement. Si on fait une petite expérience et on met un rat dans un environnement qui n'a qu'un seul repère, et on fait tourner le repère 90 degrés, on voit que la direction préférée de notre cellule tourne aussi de 90 degrés. Et si on remet le repère à la position d'origine, on voit que la direction préférée de la cellule va revenir aussi à la position originale. Si on enregistre en même temps les cellules de lieu, qui sont ici, et les cellules de direction, et on répète cette expérience, on voit que quand on tourne le repère 90 degrés, les cellules de lieu et les cellules de direction vont tourner aussi en même temps. Mais est-ce qu'un type dépend de l'autre ou est-ce que ces deux types sont indépendants? Si on élimine l'hippocampe et on enregistre les cellules de direction, on voit que si on fait la même tâche qu'avant, ça marche toujours. Donc, les cellules de direction vont suivre le repère quand on les fait pivoter. Et si on met l'animal dans son même endroit 2 jours consécutifs, on voit qu'ils conservent leur direction préférée, même si l'environnement n'était pas connu. Si on fait l'expérience inverse, où on élimine une des régions de cellules de direction et on enregistre les cellules de lieu, on voit premièrement que le lieu préféré devient un peu moins clair. Et quand on fait notre expérience, on voit que le lieu préféré tourne un petit plus que le repère. Et quand on revient à la position d'origine, le lieu préféré ne revient pas à la position d'origine. Ça suggère que les cellules de lieu dépendent sur les cellules de direction pour la stabilité. Et cette observation nous a mené à nous demander s'il y a une mémoire d'orientation dans les cellules de direction du cerveau. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre les circuits de direction de la tête. Donc, on commence ici par le corps mammulaire qui reçoit des informations vestibulaires. Il les envoie au thalamus et finalement à une région corticale qu'on appelle le post-subiculum. Le post-sub reçoit des infos visuelles et les envoie au corps mammulaire et à l'hippocampe où on trouve nos cellules de lieu. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'étudier le post-subiculum. Pour suivre le même neuron pendant plusieurs jours, on a décidé d'utiliser l'imagerie calcique. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte Gcamp à post-subiculum, ce qui fait que les cellules deviennent fluorescentes quand elles sont plus actives. Gcamp, c'est juste une protéine qui est sensible au calcium. 2 semaines après, on implante une lentille juste au-dessus du calcium. Et 2 mois après, quand nous sommes complètement sûrs que l'animal est guéri, on commence les enregistrements. Ici, il y a une vidéo illustrative de ce qu'on voit dans nos images.
où chaque flash, c'est un neuron qui devient actif. Et on peut utiliser ça pour extraire la localisation de tous nos neurones dans ces vidéos-là. Après l'expérience, on perfuse nos animaux et on voit effectivement que la lentille se trouve ici où on voit le trou. Et le possibiculum, c'est cette structure-là qui brille et la structure verte à gauche, à droite. Le miniscope que nous utilisons, ce sont des microscopes miniaturisés. Ils sont très légers. Donc, les animaux peuvent explorer librement les environnements pendant nos enregistrements. Pour traiter notre donnée, il y a plein de données qu'il faut qu'on analyse. On utilise 3 algorithmes qui sont très nouvelles, très compliqués, mais super utiles pour nous. Donc, le premier, c'est Noncore. On les donne la vidéo du miniscope qu'on voit à gauche, où on a toujours un mouvement de la vidéo parce que l'animal est en mouvement, donc l'animal se bouge, mais le cerveau au-dessus de la lentille se bouge aussi. Et ce que fait cet package-là, c'est qu'il élimine le mouvement dans nos vidéos. Et le deuxième package qu'on utilise s'appelle CinemaFin. Ce qu'il fait, c'est qu'il modèle un petit peu notre données qui sont déjà corrigées par rapport au mouvement et il extrait notre cellule et l'activité de cette cellule dans la vidéo. Et on voit ici qu'on obtient la localisation des cellules et l'activité de chaque cellule pendant nos expériences. Je vous ai déjà dit, mais nos animaux explorent librement l'environnement. On a monté quelques marqueurs réfléchissant sur nos miniscopes et on les suit avec un système multicaméra. Donc, on peut suivre l'emplacement et la direction de la tête de l'animal pendant tout l'enregistrement. Et on voit qu'on a effectivement des cellules de direction. Et ici, l'amplitude de la courbe indique l'activité de la cellule quand l'animal fait face à cette direction. Et si on prend toutes nos cellules et on voit un petit 2 minutes d'exploration, on voit que l'activité de la cellule, si elles sont ordonnées par leur direction préférée, ils changent un peu pendant l'exploration. Et si on superpose l'angle de la direction de la tête de l'animal, on voit qu'en fait, l'activité des cellules suit la direction de la tête de l'animal. Maintenant qu'on sait qu'on peut enregistrer des cellules de direction, on commence par évaluer leur stabilité dans un seul environnement. Et pour ça, on a enregistré pendant 4 semaines et on voyait qu'on avait les mêmes cellules au premier enregistrement et au dernier enregistrement, ici indiqué par ces 3 flèches blanches. Mais pour vraiment savoir qu'on a les mêmes cellules, on a utilisé le 3e algorithme qui nous aide à identifier et à trouver toutes les cellules qu'on a jour après jour. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? En premier lieu, on a évalué la stabilité de la direction relative des cellules. Et quand je parle de direction relative, je parle de cette différence entre 2 directions préférées d'une paire de cellules. Si on prend tous nos paires de cellules et on fait un petit histogramme, on voit qu'il y a un pic à 0 de changement de direction relative, ce qui signifie que pendant tous nos enregistrements, cette différence qu'on voit ici reste la même. La deuxième chose que nous avons testée, c'est si la direction préférée de chaque cellule est stable. Donc ici, on voit 6 cellules provenant de 2 souris où on a tracé la réponse neuronale de chaque jour qu'on a fait l'expérience. Donc, ça fait 20 enregistrements. Et on voit que la réponse neuronale reste à peu près la même jour après jour. Et si on voit toute la population, donc ici, on voit que les cellules sont ordonnées par leur direction préférée. Et le plus vert la couleur, la plus activité de la cellule quand l'animal fait face à l'angle qu'on a dans l'axe X. Et on voit que la réponse neuronale de toute la population reste la même les 4 semaines qu'on fait cette expérience. Et juste pour quantifier ça, on peut tracer un petit histogramme du changement de direction préférée par rapport au premier jour. Et on voit
encore une fois, un pic à 0, c'est qu'indique que la direction préférée ne change pas. On peut aussi étudier si la direction préférée change jour par jour. Donc ici, on voit que chaque flèche représente la différence entre un jour par rapport au premier jour. Si la flèche pointe vers 0, ça signifie que la direction préférée n'est pas changée pour toute la population. Si on voit que la flèche pointe à 180 degrés, ça signifie que toutes nos cellules de ce jour ont changé leur direction préférée de 180 degrés. Et on voit que toutes les flèches de nos animaux se concentrent autour du 0, ce qui signifie que la direction préférée reste à peu près la même jour après jour. Donc, on sait maintenant que la population de cellules de direction reste cohérente pendant au moins 4 semaines. On voit aussi que la direction préférée est stable, mais ces deux sont juste dans un seul environnement. Que se passerait-il si on enregistrait dans plusieurs environnements? Pour ça, on est ajouté 3 environnements de plus. Et à la fin, on a 3 environnements dans une seule salle qui sont séparés par des rideaux. Et juste pour savoir que si on observe quelque chose, ce n'est pas parce qu'on utilise la même salle tout le temps, on a ajouté un dernier environnement qui se trouve dans une partie complètement différente du bâtiment. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est que la population reste cohérente pendant les 8 semaines qu'on fait cette expérience et qu'importe l'environnement. Donc ici, on voit 4 cellules de 2 animaux et on voit ici qu'on a 2 cellules qui ont une différence relative de 180 degrés et cette différence est conservée pour nos 4 environnements. Et si on voit toute la population, on voit que pour une cellule, sa direction préférée change. Donc, on voit que cette ligne verte se bouge un peu à droite ou à gauche, mais la population reste cohérente. Donc, si on baisse dans notre liste de cellules, on voit qu'une cellule va toujours avoir une direction préférée à droite de la cellule intérieure. Et si on quantifie ça, on peut voir que si on prend juste nos paires de cellules dans chaque environnement séparément, il y a un pic à 0, qui signifie que la relation entre cellules ne change pas, mais on voit ce pic à 0 même si on prend tous nos environnements, tous nos souris et tous nos paires de cellules. Je vous rappelle que la question originale, c'était s'il y avait une mémoire spatiale dans les cellules de direction. Et pour nous, il était très facile d'ajouter un petit test à la fin de cette expérience que je viens de vous expliquer, où on a une très belle chronologie de la mémoire dans le cerveau, et si cette mémoire commence à se dégrader avec du temps. Donc, si on prend l'environnement radial, on voit que la direction préférée de cette cellule est la même 2 semaines après. Si on fait la même chose avec l'environnement carré, on voit que 4 semaines après, la direction préférée reste la même. Et on a le même effet 6 semaines après. Si on voit notre population, on voit la même chose 2 semaines, 4 semaines et 6 semaines après. Même si on n'a pas les mêmes cellules parce que c'est 8 semaines après, on peut voir que les cellules qu'on peut retenir retiennent leur direction préférée. Et si on voit toutes nos souris qui ont fait cette expérience, on voit encore une fois qu'une flèche que pointe vers 0 indique qu'il n'y a pas de changement de direction préférée. Et on voit que toutes nos souris, sauf souris 2, se concentrent autour de 0. Et même la souris qui n'est pas vers 0 change de direction préférée systématiquement dans tous nos environnements. Donc, grâce à ces algorithmes, ces technologies nouvelles, on a découvert que la population de cellules de direction reste cohérente, qu'importe l'environnement, et pendant au moins les 2 mois que nous sommes enregistrés. Et les cellules de direction retiennent leur direction préférée, même s'ils n'ont pas visité le même environnement jusqu'à 6 semaines après. Et juste pour souligner un dernier point, on a vraiment beaucoup de données avec ces expériences-là, mais on n'a pas vraiment les outils pour analyser toutes les données qu'on a. Donc ici, il y a 2 vidéos prises du même animal, un pendant le réveil et un pendant le sommeil. Et on voit que l'activité, surtout de la fluorescence de fond, c'est systématiquement différent.
mais on ne peut pas vraiment capturer cette différence avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui. Et on a aussi une réponse vasculaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit trou là, mais notre algorithme trouve les cellules et extrait l'activité de cellules et ignore complètement tout l'autre qui se passe dans la vidéo. Donc, on a vraiment beaucoup de données et les algorithmes qu'on a sont vraiment bien faits et ils font un bon travail, mais il faut toujours améliorer et créer de nouvelles algorithmes et subtils pour analyser tout ce qu'on a dans ces vidéos. Et ça, c'est tout. Merci si vous avez des questions.